أنفقي بوسكي ماشي من ولا ديون وكزاين اللي ذاك بالي مشى تقبالي تمازيغ ثم ذا كوليس يتسويت كوليس يتسويت دي ثيراس يتسويت دي الحملاس وكي راه تقلمتي امين الزاويه امين سوال نسول كي نسود من الانترنت غير الجزائر ثمنا اندا يتسيدير واندا يصغراي يزداويت الجزائر يصغراي تسكلا تثلاث اني من ليتيراتور مودرن اك تسكلا يمجرد ثلاثين اني من لا ليتيراتور كومباري سينير امين الزاويه الزول فلاك. Voilà, c'était un grand Merci plaisir. Rachid pour cette invitation. Je souhaiterais vraiment être parmi vos invités que je suis toujours avec grand plaisir et aussi le débat qui est toujours à la hauteur et puis à l'heure de l'actualité et sociale, politique et culturelle. Merci pour l'invitation. Tout à fait, merci Amin. Et puis c'est pour rendre service aussi à nos chers téléspectateurs de TQ5 qui ne cessent. La plupart me demandent pourquoi je ne ramène pas Amin Zawi. Il est devant vous. Oui, c'est des étoiles. نتمنى Amin. تقارني وشو تصور Amin Zawi. نتنيه. بوثيد إنه واحد نسخر شيء ستصن تمثالين نتصن نيسنتال غافوين يتسموا لدغا يعني منقار لي كانوا كيتسموا غوميس الليبرتي دارني ولا ذي ذليس نكتسموا ماشي ديون نوذليس إيغورا أسقسي كان مزورو السيدينيا كي يفهموا إذا ما تفهمن باللي يسقسيين أديلين السوثلايت فرانسيست et تزوران سيني أمين زاوي. Pour ceux qui ne vous connaissent pas et certainement il y en a beaucoup qui vous connaissent aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner une brève introduction comme ça par rapport à votre parcours en tant que parcours de littéraire, d'écrivain et d'une façon générale votre vie, si c'est possible? D'accord. D'abord, merci et un grand salut à la diaspora algérienne au Canada. Il y en a beaucoup qui me suivent à travers les réseaux sociaux, sur ma page Facebook et puis sur Twitter, etc. Merci beaucoup et bonne fin d'année et meilleurs vœux pour l'année prochaine à toute la diaspora, à tous les citoyens algériens, la communauté algérienne installée au Canada, au Québec. Si je peux me présenter, Rachid, c'est en bref, je suis un enfant d'une famille qui est très modeste de la région de Tlemcen. Nous sommes une famille soudée, une famille nombreuse. Je suis le frère de 7 filles et avec un père qui était intellectuel, qui était en quelque sorte un imam et en même temps un notaire classique. Et puis aussi une maman qui ne parlait pas bien l'arabe, qui était kabyle, mais à la fin, elle a été arabisée. Elle parlait toujours un arabe cassé et on rigolait sur elle parce que mon père était un vrai arabophone. Et puis, je suis né dans la région de Msirda. Puis, à l'âge de 11 ans, j'étais à Tlemcen. J'ai fait l'internat de Tlemcen, le collège et le lycée. Et c'était vraiment une période de ma vie, une tranche de ma vie qui était très importante pour moi parce que avec le système internat, j'ai commencé vraiment la lecture. On a beaucoup de temps à l'internat et puis ça m'a donné le temps de lire. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai lu presque toute la bibliothèque municipale qui était pas loin de notre collège et lycée. Je lisais en arabe, je lisais en français et je crois que j'ai lu les classiques, les classiques surtout la littérature universelle, de façon de Zola jusqu'à Victor Hugo, jusqu'à Dostoïevski, Gorky et aussi les écrivains arabes
comme Al-Mutanabbi, Taha Hussein, puis Najib Mahfoud, Mahmoud Darwish, Adonis et tous les grandes pointures de la littérature arabe. C'était une période, je disais, c'est une période très importante qui a marqué ma vie parce que aussi la ville de Tlemcen est une ville très, j'allais dire, très civilisée et puis aussi il est très soudé. Et ça m'a donné un petit peu l'espace de réfléchir aussi sur l'architecture de la ville parce que c'est une ville qui ressemble beaucoup à Béjaïa. Je connais très bien aussi Béjaïa. C'est deux villes qui se ressemblent et dans l'architecture et aussi même dans la mentalité et dans les coutumes. Et puis après Tlemcen, j'étais à Tlemcen. J'ai fait les mathématiques, j'ai pas fait la littérature. Wow. J'ai passé le bac en classe de première, sur la fin de seconde, et j'ai eu mon bac un peu à l'avance. Et puis je me suis inscrit à l'université. J'étais entre la médecine et la littérature. Ma mère voulait que je serais pour elle un tabib, un toubib. Et moi, j'étais plutôt du côté de la littérature et de l'imaginaire et de l'imagination, de la lecture, du cinéma aussi, parce qu'à Tlemcen aussi, j'animais et j'assistais beaucoup au ciné-club du CCF, le Centre culturel français à l'époque. Et arrivé à l'université d'Oran, à la fin, j'ai opté pour. Je me suis inscrit à l'époque, on peut s'inscrire dans deux branches. Je me suis inscrit et dans la médecine et en même temps à la littérature, et j'ai laissé tomber la médecine pour la littérature. J'ai fait l'université d'Oran et aussi c'était une période très très importante pour moi parce que là, Oran, c'est une ville où il y avait beaucoup d'intellectuels à l'image de Abdelkader Jagloul, Nadir Marouf, Jamal Grid, c'est des grands sociologues, Ammar Belhassan, c'est des grands sociologues qui étaient à l'université d'Oran et qui m'ont appris beaucoup de choses sur Gramsci. C'était les premières lectures de Gramsci, puis aussi sur lecture de Freud, et puis aussi j'ai continué aussi avec la littérature. Mais je crois que la période d'université qui a pris 4 ans, c'était plutôt une période si je peux dire, de la mobilisation un peu politique. Et puis, j'ai commencé le journalisme. À ce moment-là, j'ai commencé le journalisme avec le journal local, le quotidien local, La République, Jumhuriya. Et j'ai commencé à écrire mes premiers articles. Mon premier article, c'était sur le décès de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung comme poète. Et c'était pour moi découvrir un Mao Tse-tung qui était pour nous à l'époque, il reste aussi une grande personnalité qui a marqué l'histoire. À ce moment-là, j'ai lu ce qu'il a écrit sur la théorie de la littérature, parce qu'il a fait un très beau livre sur l'art et la littérature, des théories, de réflexion, et puis aussi sa poésie qui était très modeste. Mais moi, je me rappelle, c'était mon premier article sur Mao Tse-tung publié dans le journal La République à l'époque. Après la licence, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université de Damas sur d'abord un magistère sur la littérature algérienne francophone, sur la relation entre l'idéologie nationaliste et la littérature, le cas du roman algérien. J'ai pris Mohamed Dib, Mouloud Mamri et Mouloud Faroun et Katib Yassine et Malik Haddad. J'ai pris 4 ou 5 et Assir Djebbar. J'ai pris 4 ou 5 romans et j'ai essayé d'analyser ce rapport entre le nationalisme et la naissance du genre littéraire qui est le roman. Et dans la thèse de doctorat,
j'ai fait un autre qui était l'image de l'intellectuel dans le roman maghrébin. J'ai pris le roman de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Et c'était une thèse de la sociologie de l'intellectuel à travers le roman. Comment l'intellectuel s'est vu et s'est présenté dans les textes narratifs, c'est-à-dire le roman. Et j'ai essayé de faire aussi des comparaisons entre les écrivains sur la présentation et du soi, c'est-à-dire l'autobiographie dans le roman, et aussi les préoccupations et politiques, sociales, etc. de chaque romancier. Après, je suis retourné à l'université d'Oran. J'ai enseigné, j'étais le fondateur du département de l'interprétariat, la traduction interprétariat à l'université d'Oran, où j'ai commencé l'enseignement comme professeur, comme enseignant d'université. J'ai fait la traduction arabe-espagnol, français-espagnol et à l'université d'Oran. Et puis, après, l'Algérie est rentrée dans le magma des années 90. J'étais toujours à Oran et j'ai pris la responsabilité à l'époque du Palais de la Culture d'Oran, où j'ai dirigé le Palais de la Culture d'Oran pendant 3 ans, que nous avons fait de ce Palais de la Culture à l'époque vraiment un centre culturel rayonnant, avec toutes les tendances de la ville, culturelle, sociologique, artistique, etc. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai une petite anecdote. À ce moment-là, il y avait le NCB, le mouvement de la culture berbère à Oran. Et il y a des amis qui sont encore à Oran. Et j'étais aussi le co-fondateur de l'association Assirane et Numidia à Oran, qui pour la culture, qui militait pour la culture amazigh. Jusqu'à maintenant, Numidia, à un certain moment, quand j'étais en France, et je crois que c'est une association qui a fait beaucoup de choses. Je me rappelle, c'était dans les années 92, c'était encore pas facile de parler, surtout à Oran, et j'ai donné un local à l'époque à l'association. J'ai abrité au Palais de la Culture l'association du Média. Et je me rappelle le Wali qui était fou. Pourquoi vous donnez un local à une association qui fait la promotion de la culture de la mazirité? Et c'était vraiment bagarre entre moi et le Wali à l'époque pour cette association. Je crois que les amis du Numidia, Saïd Laïfa et tous les autres se rappellent de ces moments très difficiles, mais j'ai pris tête au Wali et nous avons organisé beaucoup de choses autour de la culture amazigh à Oran. En 94, pour passer très vite, en 94, j'étais victime d'un attentat, la voiture piégée. Ils ont piégé ma voiture et j'étais dedans avec ma fille. Et juste après, ils m'ont proposé une résidence encore à professeur d'université. Ils m'ont proposé le Parlement international des écrivains installé en France, m'a proposé une résidence en France, la Normandie, un Parlement international des écrivains. C'est un organisme libre, soutenu par beaucoup de pays en Europe. Et ils m'ont proposé, il était à l'époque présidé par Willy Soyinka et puis par comment il s'appelle, notre sociologue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Et
Pierre Bourdieu aussi, à un certain moment. Et à ce moment-là, j'étais pris en charge par et ma famille par ce Parlement international des écrivains. Parallèlement, j'ai commencé à l'Université de Paris, Paris 8. J'ai enseigné dans le département des études féminines avec Hélène Sixus, qui était ma responsable de département. Et puis, en 99, j'ai quitté parce que quand je suis arrivé en France, j'ai donné des interviews, des entretiens, et je me suis dit que je ne peux pas rester en France. Je suis comme dans une gare en train d'attendre le train de retour. Effectivement, en 99, je suis rentré en Algérie. C'était pas facile parce que j'étais exclu de l'université. C'était pas facile de reprendre mon poste à l'université. Je suis rentré sans boulot à l'université. J'ai mon poste à l'université de Paris avec le grade de professeur pour rentrer à Oran sans rien. Et puis à la fin, j'ai pu présenter des papiers comme quoi j'étais la victime du terrorisme. Et il y avait un décret qui est sorti du ministère de l'Intérieur qui m'a donné le droit de retourner à l'université d'Oran. Et puis en 2003, j'étais appelé à diriger la Bibliothèque nationale d'Algérie. Jusqu'en 2018, j'étais limogé en 2008 de la bibliothèque. Et depuis, j'ai repris à l'université d'Alger. Voilà un petit peu mon petit parcours. Et bon, pour rester dans la dernière station de ta carrière, Amine, Limogé, je me rappelle de cette épisode-là en 2008 parce que vous avez laissé quand même une très très bonne trace à la Bibliothèque nationale d'Alger dans 2003, donc 2008. Donc je me souviens, comme c'était aujourd'hui, vous avez eu le courage d'inviter Adonis, le fameux intellectuel syrien. À mon avis, vous avez payé le prix de son invitation, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. أيلا سكواس تستيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أرازون قلان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلا نتمدوث فرولو نتسوق قيلت موحيا تيركوا لي سكواسن نصبغس دات كيد هون هما سكلان داس ودس أكتسي دوك ليوين إقويليين تزمر ما تعاونام ستللت ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكو ضغرو شدون GoFundMe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense, Rachid, que la culture est c'est un acte d'abord civilisationnel et en même temps, c'est un acte aussi politique. C'est un engagement. La culture, c'est un engagement. Et quand j'ai pris la Bibliothèque nationale, j'ai fait de cet espace de rencontre pour tout, sans exception et sans exclusion, de tous les intellectuels, tous les écrivains, dans toutes les sensibilités linguistiques, etc., à la Bibliothèque. La Bibliothèque nationale était ouverte pour les écrivains arabophones, francophones, berbérophones. On a créé, par exemple, pour la première fois à la Bibliothèque nationale à l'époque, rencontre avec un écrivain. C'était avec un écrivain berbérophone. On a rendu hommage à Rachid Alish. On a invité pas mal d'écrivains de langue tamazigh. Et j'ai créé même le prix appelé à la Bibliothèque nationale qui était destiné aux romans en arabe, aux romans en tamazigh et aux romans en français. Bien sûr, inviter Adonis, c'était pour moi et c'était vraiment un acte honorable. L'Algérie mérite d'inviter les gens de cette pointure, ces gens qui font la une internationalement et sur le plan de la pensée, sur le plan de la création. Adonis était toujours, pendant 4 ou 5 fois, était candidat prix Nobel.
Et cette année, on va fêter 90 ans d'Adonis dans quelques jours. C'était une campagne contre moi menée par les intégristes, par Nahda, par Jamiat Ulama, à l'époque par la ministre qui poussait un petit peu les extrémistes et les religieux extrémistes contre moi. Et voilà, c'était toute une campagne qui a fini par me limoger de la Bibliothèque nationale vraiment, c'est dommage parce qu'on a commencé un grand projet, vraiment un grand projet. C'est pas uniquement sur l'activité culturelle, mais aussi pour la réorganisation de la Bibliothèque nationale, la numérisation de la Bibliothèque nationale, la numérisation des manuscrits qui sont à la Bibliothèque nationale, créer vraiment un pôle de la recherche à la Bibliothèque nationale concernant le livre, concernant la formation, concernant la lecture, la sociologie de la lecture, le lecteur, etc. Quand j'étais à la Bibliothèque nationale Rachid, on a 100 milliers adhérents, on lui a donné un diplôme. 100 000 adhérents à la Bibliothèque nationale. C'était vraiment énorme. Et c'est dommage. J'espère que ça va reprendre un jour. Oui, je me souviens toujours, j'ai dit, je le répète encore une fois, votre passage à la Bibliothèque nationale, en 5 ans, vous avez fait bouger les choses. C'était effectivement un juste titre et je me rappelle, c'était vraiment une fierté d'avoir créé le prix Apulé du roman Amazir et c'est génial. Et puis je me souviens aussi, vous avez permis à une association culturelle Amazir d'Alger, comme vous l'avez fait avec Numidia à Oran, Imdiazen, de faire des cours parce que j'ai des amis à Imdiazen, à Alger, qui faisaient des cours à la Bibliothèque nationale. Je me souviens comme c'était aujourd'hui aussi. Notre ami Hamid. Qui enseignait Hamid, oui. Oui, Hamid Oubara. Voilà. Oubara qui enseignait la langue amazigh, c'est pour la première fois à la Bibliothèque nationale. Et j'ai encouragé les bibliothécaires pour apprendre cette langue, pour essayer parce qu'on a monté aussi le fonds amazigh à la Bibliothèque nationale. Pour gérer ce fonds à la Bibliothèque nationale, parallèlement, l'enseignement de cette langue, c'est pour la première fois qu'on a enseigné la langue amazigh dans cette institution. Je rends hommage à Hamid Oubara. Hamid Oubara était un magnifique professeur, vraiment. Je lui rends hommage parce qu'il m'a aidé beaucoup et il travaillait sérieusement, avec cœur, aussi avec raison. En effet, Hamid Oubara, c'est quelqu'un militant très, très sincère, très dévoué à la cause amazigh depuis sa jeune enfance d'ailleurs. Et très modeste aussi. Oui, je lui fais une interview. Donc, très modeste, Rachid. Très modeste surtout, voilà. Donc, وكذا كي تولين تي 5 تولم امين زاوي مثلا ناديك تودرتيس يما 3 مزيغ تلمسان وتمسيو ديال تعرف وغتمسلاي تعرف شكون ولا بتصيغ غير انت يما سنتو 3 يما يجانتو امين زاوي غيتساوي ديما تمازيغ تقوليس وذا كاين كتولم اما سميلا ذي وهران يجا تيدوك لا نيو ميديا من تكازل ذا حمايان خدم القضيه سنه 92 دارني ميديو ساغي يتدى الجزائر يغال نسيد المهال انت مكرضيت تاغلنا الجزائر بيبليوتيك ناسيونال يغال وغادينا يفكا غازال اثمازيغ اشكو يخدم داكي كي كيغابو غازن غاز ابولي اثمازيغ دارني كي نيجا تدوك لا نيمدو كان ام ديازن وكني الصغر تمازيغ اوكي امين زاوي دونك امين زاوي je viens de résumer grosso modo l'apport que vous avez donné à la langue amazigh et puis c'est l'appel de la mère, la langue maternelle. Vous avez dit que votre mère était une amazigh de Tlemcen qui ne parlait pas un mot en arabe avant qu'elle s'arabise comme la plupart des Algériens. Ceci dit, donc j'enchaîne directement avec la prochaine question, Amin, que voici. Vous êtes l'un des rares intellectuels écrivains à être prolifique en matière de production littéraire ou de chronique politique. La question est la suivante.
Pourquoi, à votre avis, l'absence de l'élite intellectuelle sur le terrain du combat intellectuel et politique pour construire cette alternative démocratique en Algérie? Oh, c'est une question fondamentale, vraiment. Effectivement, c'est une question profonde. Il y a quelque sorte un désistement des intellectuels dans la société. Je ne sais pas. Il y a une sorte de paresse dans les cercles des intellectuels. L'université est complètement coupée de la société. L'université est fermée, elle n'est pas ouverte sur la société. Il est devenu l'université qui est censée l'usine, si je peux dire, des intellectuels et de l'intelligence, est devenue une sorte d'une école, d'une petite école ou d'une petite maternité pour les grands. Et ça a freiné l'impact des intellectuels sur la société. Et aussi, à l'époque de 20 ans, 25 ans, il y avait beaucoup d'argent. Et tout le monde ferme sa petite gueule pour chercher à se positionner matériellement parlant. Et je crois que ceci dit, c'est pas une généralisation. Il y a quand même des intellectuels qui ont fait leur boulot à l'époque de Boutef. Grand hommage à quelques journalistes, à quelques plumes qui ont fait le prix. Je parle par exemple de Mohamed Ben Chikou, qui a été emprisonné pendant 5 ans, je ne sais pas combien d'années, et puis son journal a été censuré, et d'autres journalistes et d'autres qui ont préféré partir. Mais je crois que cette démission des intellectuels est due à la fermeture de toutes les espaces aussi. Tous les espaces sont fermés, et puis aussi les partis politiques n'ont pas joué leur jeu. Et ils sont devenus des appareils qui tournent autour du pouvoir. Ils ont perdu leur mouvement, leur force avec la cité, avec la société. Et je crois que c'est ça qui a fait un petit peu la démission, si je peux dire, ou la paresse des intellectuels vis-à-vis de ce qui s'est passé depuis 2003. Merci, Amine. La prochaine question, Amine, vous avez dirigé l'écriture d'un ouvrage intitulé Éternel Mamri. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue l'idée et les idées directrices de ce manuscrit? Vous savez que pour moi, Mouloud Mamri est un doyen, un doyen de la littérature narrative. D'abord, le roman, ça c'est très important. Et puis, aussi, c'est l'intellectuel qui nous a donné l'exemple d'un intellectuel complet, c'est-à-dire celui qui travaille et qui œuvre dans la société pour une culture, pour une langue, et puis aussi la création. De l'autre côté, la création, et la fiction, et la raison, et l'engagement politique aussi. Ces trois axes qui m'ont toujours j'étais toujours fasciné par ce personnage d'abord de Mouloud Mamri, que j'ai eu l'occasion de le connaître juste avant sa mort. On était ensemble à l'université d'Oujda. J'étais parmi les derniers qui ont connu Mouloud Mamri. On a pris le jour même, la veille de sa mort, on a pris le petit Johnson. Et on s'est donné rendez-vous à Alger.
Lui, il est rentré, il m'a dit, je vais rentrer, je vais passer par Tlemcen et je rentre à Alger. Et moi, je suis parti à l'intérieur du Maroc pour faire j'étais véhiculé, lui aussi, il était véhiculé. Et j'ai passé deux jours, une seule nuit. Et quand je suis rentré à Oran, en arrivant à Oran, je suis arrivé à 20h exactement, l'heure de JT, et j'entendais l'information, le grand écrivain algérien, je pense vraiment, je pensais à Mohamed Dib, je ne sais pas pourquoi. Et puis il dit, c'est Mouloud Mamri qui a été assassiné, qui a été mort après un accident de route. Pour moi, pourquoi ce livre? Parce que avant ce livre, j'ai fait un documentaire sur Mouloud Mamri en 94, à l'époque dure de l'Algérie. J'ai fait tout un documentaire pour la télévision algérienne sur Mouloud Mamri, avec beaucoup d'écrivains qui ont témoigné sur Mouloud Mamri. Je suis parti jusqu'à Itilni. J'ai rencontré des amis comme Abdeslam Abdelnour, comme Bouguermouh à l'époque, comme les comédiens qui ont joué dans le film La colline oubliée. Et La colline oubliée. Et j'ai fait un documentaire sur Mouloud Mamri. Mais je me suis dit, un documentaire, c'est pas comme un livre. Et à ce moment-là, l'idée m'est venue et j'ai contacté pas mal de gens qui ont travaillé sur Mouloud Mamri, soit sur le plan de la littérature, la sociologie, la linguistique, etc. Et puis j'ai dirigé ce document. Je crois que c'est pas un hommage, mais vraiment c'est des réflexions autour des univers de Mouloud Mamri en tant que militant, en tant que romancier, créateur de la fiction et en même temps comme anthropologue et comme chercheur en linguistique. Je pense que Mouloud Mamri, c'est un monument de la littérature, c'est un monument pour la culture universelle et pour la culture du pays de l'Afrique du Nord. Je crois aussi que Mouloud Mamri mérite de nous plus que ça. Il mérite un grand film. Faire un grand film sur Mouloud Mamri, parce que moi aussi, j'ai rencontré des amis à lui au Maroc. Malheureusement, la plupart sont morts. J'ai rencontré un ami qui était cher pour lui, c'était Aziz Lahbabi, Ahmed Aziz Lahbabi, qui était un ami, c'est un grand philosophe, qui a d'ailleurs enseigné avec lui à l'université d'Alger, quand Mouloud Mamri était à l'université d'Alger, et quand il dirigeait le centre de recherche, il était à l'université d'Alger. C'est un grand philosophe. J'ai rencontré au Maroc, on a parlé de Mouloud Mamri, et il y a aussi d'autres Abdelatif Labi aussi, qui sont tout le monde trouve en Mouloud Mamri un intellectuel exceptionnel. Il est d'une modestie incroyable, mais aussi d'une rigueur incroyable. Il ressemble effectivement, aux gens de la petite, les petits citoyens, mais en même temps, il donne des lumières autour de lui. Mamri mérite vraiment un film sur lui, et j'aimerais vraiment réaliser ce rêve. Je suis en train d'écrire sa biographie, mais une biographie que j'aimerais bien le mettre en visuel comme un film. Espérons-le, Amine. Donc, la prochaine question, Amine, c'est que dernièrement, vous avez rédigé une chronique intitulée « J'accuse », en reprenant ainsi l'expression du fameux écrivain français Émile Zola, pour accuser de grandes plumes et de pensées de renommée mondiale
en l'occurrence Apulé, Saint-Augustin et Ibn Khaldoun et bien d'autres aussi pour avoir utilisé la langue d'emprunt et de délaisser leur langue maternelle, à savoir Tamazight, le berbère. Beaucoup n'ont pas compris votre style littéraire en recourant aux figures de style pour exprimer de façon générale des choses. Pouvez-vous nous éclaircir plus là-dessus, Amin? C'est vrai, cette chronique, cet article a fait beaucoup de bruit en Algérie et ailleurs. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien compris le message dans cet article, y compris vous, parce que j'ai suivi l'émission que vous avez consacrée à l'article. Et ils n'ont pas bien compris les métaphores dans ce texte. Et puis aussi le côté philosophique de ce texte. Comment refaire l'histoire à l'envers? Et si on peut refaire l'histoire à l'envers, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai beaucoup de considération et d'estime, de respect aux gens que j'ai cités, que j'ai accusés dans le texte, l'article, par Saint-Augustin, Apulé, Ibn Khaldoun, Ibn Battuta, et tous ces grands noms et d'autres que j'ai accusés entre parenthèses dans le texte. C'est pas une accusation mais c'est une trahison qui est honorable. C'est une trahison là parce qu'ils ont donné ils ont donné à la pensée universelle des grands livres, comme par exemple le Muqaddima, ou bien la Cité de Dieu de Saint-Augustin, ou bien l'Andor d'Apulé, etc. C'est des chefs-d'œuvre universels. Mais pour dire que, imaginons, en tant que littéraire, aussi, un homme d'imagination, de roman, je me suis dit, imaginons si ces grands écrivains ont utilisé à l'époque la langue tamazight. Qu'est-ce que ça va, le cours de l'histoire serait complètement changé. Mais ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait dans d'autres langues, mais il reste toujours que ce qu'ils ont fait est en latin ou bien en arabe, il reste toujours des grands monuments de la pensée universelle. C'est juste une métaphore que les gens n'ont pas compris. Et entre-temps, c'est un hommage aussi à la langue tamazight et à la culture tamazight, à la culture des pays du Nord-Afrique qui a donné ces grands noms comme Apulé, Saint-Augustin, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, etc., ces grands noms. C'est un honneur aussi pour l'histoire de cette région qui est une région multiculturelle, multilinguiste, etc., etc. Voilà, je crois que l'article n'a pas été très compris dans le sens symbolique et dans le sens philosophique. Mais j'aime bien ça, il a créé un débat. J'aime bien Rachid, j'aime bien quand et on entend un débat. C'est pas forcément que les gens sont d'accord avec moi, mais c'est bien de créer un débat autour de notre culture, de notre originalité, de notre patrimoine, etc. Et TQ5, elle se donne cette mission, parmi ses missions principales, c'est d'éclaircir, de rendre visuelles les contributions des intellectuels comme vous, pour que les gens, parce que la plupart du temps, les gens ne lisent pas. Donc avec la télévision, on leur donne cette possibilité de donner notre analyse, de notre point de vue. C'est dans ce cas-là qu'on ne rate jamais, nous, au niveau TQ5, vos contributions, Amin. Merci. La question d'après qui suit, c'est que vous avez écrit dans votre page Facebook récemment que 2 mots doivent être enterrés en urgence avant leur décomposition. Vous parlez de la Ligue arabe et de l'Union du Maghreb arabe. Pourquoi, Amin?
والي تسناس التليفون تسوقيلت أمرافق نون ور نسعي تمثيلت إوا كنت سورفم يعكويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرت وشولين نون أسناسنا ونديف كودم يلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سكاكوير نسني لسانن سيدرثو داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ لهو نوذ منا نسقدش أرنوث ديما نون غير داليا ذ الولوف في مسقداش النظام يومي يعجبو ياكي. Vous savez, soit la Ligue arabe ou bien l'Union du Maghreb, c'est des nés morts. La Ligue n'a jamais contribué à régler des problèmes dans la région. Jamais. Au contraire, de temps en temps, elle était le facteur de créer d'autres problèmes. Moi, je pense que c'est un organisme que j'appelle j'appelle l'Algérie de se retirer de cet organisme parce que il ne sert à rien. Il ne sert à rien politiquement, économiquement. On n'a jamais vu, par exemple, le marché commun ou bien des zones libres d'échange, etc. Il y a rien de la Ligue arabe. Le Maghreb arabe, c'est la même chose. L'Union des Maghreb, c'est la même chose. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dès le début, il a été créé selon une situation politique qui a complètement changé maintenant, complètement changé. Si on prenons par exemple l'Algérie, le Maroc, maintenant il a la langue tamazight comme langue officielle, l'Algérie aussi. Quand la création de cette union il y avait toute une course, toute une guerre contre cette culture. Maintenant, ça l'a changé. Je crois qu'il faut aller vers une union des pays nord-africains qui peut donner un sens large et puis aussi aller vers revoir la plateforme de la création politique, culturelle, géographique, économique, etc. Très bien, Amine. La prochaine question, Amine. Dans l'un de vos écrits, vous écrivez ceci. Le jour où l'imam algérien, sans pression aucune, prêchera pour la laïcité en appelant les fidèles à ne pas mêler la foi à la politique, ce jour-là, l'Algérien adhère à l'ère moderne de l'histoire. Dixit Amine Zawi. Peut-on voir ce jour-là avec ce système qui a institutionnalisé l'ignorance sacrée pour reprendre des concepts chers à notre grand penseur berbère Mohamed Harkoun? C'est ça ma question, Amine. Je pense vraiment, c'est ma conviction qu'il faut laisser la religion à part. La religion est une culture, que nous respectons. Et il faut pas noyer le religieux dans le politique. Parce que dès que la religion devient de la politique, elle est vidée de sa spiritualité, elle est vidée de sa culture. Je crois que malheureusement, depuis le début du siècle, depuis la création des frères musulmans en 1928, la politisation de l'islam a commencé.
Et les frères musulmans, quand ils sont venus en masse, ils ont envahi l'école algérienne, ils ont créé cet islam politisé. Et malheureusement, nous avions un islam algérien qui était un islam très tolérant, qui se conjuguait avec la réalité, avec la tradition, avec la culture locale, avec le respect de la femme. Et il y avait beaucoup de. D'ailleurs, j'ai écrit un article intitulé l'islam amazigh. C'était un islam tolérant, et puis en même temps combattant. Malheureusement, quand on a islamisé, quand on a politisé l'islam, il est devenu un parti politique. Il n'est pas devenu un élément de société, un élément commun, un élément de fédération spirituelle et culturelle. Et je crois que quand j'ai dit il faut séparer l'islam de la politique, c'est pour le bien et du pays et le bien de l'islam aussi. Si on veut respecter cette religion, il faut la faire sortir de l'islam. Il faut interdire les partis politiques basés sur la religion. Il faut revenir à la citoyenneté. La seule chose qui peut réunir tous les Algériens, c'est la citoyenneté. C'est à partir de le respect de la citoyenneté, on peut être musulman, on peut être laïque, on peut être je ne sais pas quelle religion, mais respecter d'abord le pays, respecter d'abord l'autre, etc. Je crois que le jour où cette idée rentrera dans la mosquée, à ce moment-là, on peut imaginer que l'Algérie a commencé à marcher, à marcher dans l'ère de la modernité, à conquérir cette modernité. Tant que l'islam, tant que la religion est politisée, on ne peut pas. Parce que vous savez que l'Algérien, il est religieux. L'Algérien, même, généralement, l'Algérien est religieux. Et quand on joue politiquement sur le religieux, on condamne toute une société, et puis il n'y aura pas j'allais dire, d'ouverture, de réflexion, de critique, etc. Peut-être c'est ça ce que je voulais dire à travers ce post dans mes écrits. Très bien, très bien. Je l'ai toujours dit, Amine, moi aussi dans mes écrits, j'ai dit que le meilleur protecteur de la religion musulmane et de toutes les fois, c'est la laïcité. Alors que malheureusement, les gens comprennent l'inverse. La laïcité, c'est une menace pour l'islam. Alors c'est la meilleure protection. Je l'ai vu moi-même en Afrique du Sud, où j'ai visité l'Afrique du Sud il y a quelques années de cela. J'étais impressionné comment une mosquée cohabite avec une synagogue à côté, avec une église à côté, avec un temple de Bouddha à côté. Et toutes ces religions sont protégées, sont respectées. Vraiment, si on veut respecter la religion, l'islam y compris, il faut combattre pour la laïcité. Et j'ai même écrit un article, est-ce que le musulman peut être un laïc? Et c'est normal, il y a beaucoup de musulmans qui demandent cette séparation du religieux de la politique. La prochaine question, Amine. Vous avez écrit dans votre chronique sur Liberté du 6 mars 2014 que Ibn Khaldoun délimite les frontières berbères, les frontières du pays berbère, à savoir la contrée des Berbères débute là où les hommes portent le burnous et s'arrête là où les gens ne mangent pas de couscous. Donc en 2020,
Le couscous est reconnu patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, mais ils l'ont attribué au Maghreb et non pas aux Amazirs. Est-ce que vous considérez ceci comme une imposture? D'abord, symboliquement, l'inscription du Skso dans le patrimoine de l'humanité, c'est une chose très importante. Très importante parce que ça nous renvoie à nos origines. Et puis aussi, ça nous renvoie à un élément fédérateur des pays de l'Afrique du Nord. Certes, l'appellation peut être discutée, mais pour moi personnellement, c'est que le Skso a été en quelque sorte un élément qui a réuni quand même le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et l'Algérie, bien sûr. C'est voir ces quatre pays dans les circonstances actuelles qui ne sont pas favorables, à s'écouter, à être en coordination, en écoute, c'est un bon signe. Je crois si on regarde profondément notre histoire, on peut aller profondément dans l'avenir des pays de l'Afrique du Nord. Une autre question. Vous avez écrit aussi le 23 avril 2020, la robe kabyle est menacée par l'islamisme et vous revendiquez qu'elle soit classée aussi sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour faire barrage, vous avez dit, à tout viol islamiste. Est-ce que vous êtes optimiste de voir votre vœu être exaucé, Amin? Je ne sais pas, mais quand je suis à Kabylie et je vois que cette belle robe, c'était un grand patrimoine qui est déformé idéologiquement. C'est pas esthétiquement, parce qu'on peut prendre une robe et on peut l'améliorer esthétiquement. Mais là, on fait rentrer sur la robe kabyle une touche idéologique, religieuse. Et c'est ça qui menace d'abord le côté esthétique et aussi la mémoire. La mémoire, parce que la mémoire, le costume, le vestimentaire, c'est de la mémoire. Je crois que cette robe qui reste toujours l'emblème d'une identité ancestrale, il y a quelque chose qui se complote contre ce patrimoine. Moi, j'ai alerté la société et puis aussi, je crois que effectivement, c'est pas uniquement la robe kabyle qui est menacée, mais aussi la région qui est menacée par l'islamisme, par le fanatisme. De plus en plus, il y a beaucoup de mosquées. On n'est pas contre les mosquées. La région a été toujours a reçu toujours l'islam. Il y a des petits villages où il y avait des petites mosquées, des lieux de culte. Il y avait toute une homogénéité avec la religion. C'est pas le problème. Mais le problème quand l'islam politique qui arrive dans la région. Je crois que cette région, avec sa spécificité culturelle, avec sa spécificité aussi politique, est menacée par cette idéologie extrémiste. Qu'en pensez-vous de la résolution du Congrès de la Somme qui a donné les pleins pouvoirs aux régions
et organisée selon les spécificités culturelles et régionales. Cette organisation n'est-elle pas valable aussi du temps de paix après 62 s'il a été appliqué? Que serait l'Algérie de nos jours? Moi, je pense, je partage l'idée de mon ami Saïd Saadi que la plateforme de Soman est toujours d'actualité. L'Algérie peut reprendre la plateforme de Soman pour gérer des problèmes actuels, problèmes politiques, problèmes institutionnels, problèmes aussi de la cohésion nationale et aussi le respect de l'armée et le respect du civil. Je crois que malheureusement, on a longtemps marginalisé notre pensée, ou la pensée de la Soumane, et c'est le moment, c'est le rôle aussi des intellectuels, c'est le moment d'appeler à enseigner la plateforme de la Soumane et puis à créer un débat autour de ce congrès de la Soumane et de la personnalité de Abban Ramdan et qui était le théoricien de l'Algérie moderne et nouvelle. Malheureusement, il est parti dans des circonstances que tout le monde maintenant connaît. Vous avez cité Dr Saïd Saadi. On ne peut pas ne pas parler de la phase de transition dont il parle. Donc, vous défendez aussi vous-même l'organisation d'une phase de transition démocratique dirigée par un groupe de sages et vous avez cité parmi eux justement Dr Saïd Saadi que vous considérez incontournable. Et d'ailleurs, vous lui avez même consacré un mini-portrait que TQ5 a analysé dans celle de ce numéro de l'émission As-Sanqadh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix justement? C'est une proposition. Tu sais, moi, je suis un intellectuel. J'analyse ce qui peut être le bien pour mon pays. Je crois que les idées de Saïd Saadi sont très, très rénovatrices, très, très originales et aussi courageuses. Et nous avons besoin dans l'Algérie future, l'Algérie de demain, l'Algérie nouvelle, vraiment nouvelle, vraiment nouvelle, vraiment nouvelle. On a besoin des gens comme ça qui peuvent dire la vérité sans mentir et puis aussi écouter les autres. Je crois que les rares politiciens qu'on trouve en Algérie, c'est Saïd Saadi qui peut proposer, et aussi qu'on peut discuter aussi ce qu'il dit. Il y a des gens qui n'adhèrent pas à ces propositions, mais il est capable de discuter, de débattre ses idées. C'est ça qui est important. C'est-à-dire quelqu'un qui peut défendre ses idées, qui peut convaincre les autres sur un choix ou l'autre. Et c'est ça qui fait de Saïd Saadi vraiment, à mon sens, c'est une perte pour l'Algérie. Marginaliser Saïd Saadi de la politique, de la crise que traverse l'Algérie actuellement, c'est une perte pour l'Algérie. C'est une perte, vraiment, c'est une perte. Il faut que tous les enfants de l'Algérie, les laïcs, les musulmans, les non-musulmans, les démocrates, tous les enfants, l'Algérie a besoin d'eux. Et je crois que Saïd Saadi, malheureusement, je suis triste de dire ça, qu'on trouve un intellectuel et un politique de cette envergure qui se trouve à la marge. Bien sûr, c'est pas la marge, mais il continue toujours à écrire, il continue toujours à créer le débat, et c'est très important. Avec ses adversaires, avec ses aussi les gens qu'il aime, voilà.
je salue Saïd Saïd. Bon, la dernière question, c'est la conclusion. Comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie du Tamazight à l'Afrique du Nord? Êtes-vous optimiste de voir un jour cette Algérie prendre le train de l'histoire moderne pour reprendre votre expression? Et ça sera ma dernière question, Amine. Oh, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste de ma nature, je suis optimiste. Et je crois que nous sortirons de ce tunnel. Nous sommes obligés, parce que le monde autour de nous n'est pas clément du tout. Politiquement, économiquement, culturellement, n'est pas clément. Et l'Algérie n'a pas le choix que la réussite. Et la réussite ne se fera pas qu'avec ses enfants, tous ses enfants. Merci Amine, c'est un plaisir. On aurait aimé poser plus de questions, mais comme on est limité dans le temps, nous vous remercions pour nous avoir donné à TQ5 ce formidable moment qu'on a passé ensemble, moi et toi. Merci Rachid. Et bonne fin d'année. Et j'espère que 2021 sera une année de réussite pour le monde et pour l'Algérie aussi. Tout à fait. Oui, c'est des توالين تي 5 كانت ولا نبدا نسقط جدا كذا امين الزاويه غنبيع امرحان يكتبون كي كان فطرس نتمثال نروح التكوي وثيوث ديون وماغو الى نقارن تبعي كلشي اللي قارن ذاك زيان انتليكتوال دو بريمي بلان كني قارن فرانسيست زعما تواليم يك انك تسارون دو بورميس ليبرتي تشوفوا ديال الاملاس ديال الدوط نبقى ليكرونيك دارني زعما تواليم شو كتيرون شو يمكن تصميم ذي قلت في ثرينس مستنت متسين فيسبوك سيسم من امين زاويه نسيا انملي ذوذ من نظام ذو سنت النظام او ديني قيمه ذي ثلويث الزدغام ذي الكيباك نتبغى مطروح مدينيهم لكول تخي دونيون إغلان ذي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكن دي صح لبخي بورس سرت عونم إيمان نون سلمعاونا نتخي دونيون وفيغ افري دي فون في اللي دي الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي موريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجو كنس الفرح ذا مقران تخي دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه إسرات الدومار زداث